à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. La transformation locale pour plus de richesse. La plateforme d'Aditi Kopé témoigne de plus l'engagement du chef de l'État Fort Eswazimna Gnassingbé. Les producteurs ont compris le bien fondé de cette vision et n'ont pas hésité à y adhérer. C'est parti pour la foire Adjafi, 11e édition, officiellement lancée ce lundi sur le terrain d'Aguenivé. L'édition 2023 célèbre la révolution technologique dans le domaine de l'agriculture. Et puis, les prévisions agro-hydroclimatiques au sud de Togo, le tableau de la petite saison pluvieuse est présenté aux médias ce jour. L'Agence nationale de la météo a lancé par la même occasion son site web que vous aurez dans ce journal pour plus d'informations. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. L'entrepreneuriat est le coup d'envoi officiel de la 11e édition de la foire Adjafi, un événement phare de promotion des jeunes entrepreneurs. La foire Adjafi 2023, axée sur l'agrotech, entend se démarquer des précédentes. Aux traditionnelles expositions, panels et activités culturelles s'ajoutent désormais des tables rondes et salons. Carmen Madiakapo. Le chapitre 11 de la foire Adjafi s'ouvre sur ses coups de ciseaux. Plus de 200 entrepreneurs présents sur ce site avec une variété de produits 100% togolais. Nous sommes venus avec les vins localement faits à base de fruits et colorés avec du bissap. Nous avons aussi de l'huile de coco naturellement faite à froid et aussi réchauffée. Nous avons aussi la liqueur de date. Nous sommes basés dans la fabrication des colliers, des sacs, des pots de fleurs, des boîtes à bijoux. Nous appelons la population togolaise de venir massivement nous visiter. L'édition 2023 de la foire Adjafi sera largement consacrée à la technologie agricole pour révéler la niche d'innovation des jeunes entrepreneurs togolais. L'idée est de mettre le génie technologique agricole au service du développement. Nous ne pourrons que nous associer à cela pour non seulement expliquer à ceux qui ne connaissent pas l'agritech ce que c'est, comment est-ce qu'on peut utiliser des applications innovantes, des capteurs, des drones et d'autres technologies numériques au service d'une agriculture plus sexy, plus attrayante, et comment est-ce que cette innovation-là peut contribuer à relever le niveau de notre économie nationale. Au programme de cette grande manifestation foraine des grandes vacances, des expositions-ventes, des formations et des activités festives. Mais au-delà, d'autres événements alléchants sont annoncés. Nous avons initié pour cette édition la journée des communes. Une porte ouverte entre les communes du Togo, et particulièrement celle d'Aguenivé et le secteur privé, les micro, petites et moyennes entreprises. En une journée, il y aura un panel, une communication, des activités culturelles. Nous avons également initié une table ronde des chefs de micro, petites et moyennes entreprises. Pour Myriam Dossou d'Almeida, ministre du Développement à la base, la foire Adjafi va donc contribuer à donner aux jeunes entrepreneurs les outils pour saisir les opportunités qui s'offrent sur le plan international, notamment la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Le choix du thème de cette année est pertinent car il conforte l'engagement et la détermination du chef de l'État, son Excellence M. Fort Eswazimna Gnassingbé, à faire de l'agriculture un moteur de développement. La réalisation de la politique agricole, portée par la feuille de route gouvernementale 2020-2025, est axée sur l'accélération de la croissance, l'amélioration de la compétitivité, la transformation et la modernisation progressive du secteur, mais surtout une plus grande ouverture vers les marchés. Les conditions sont désormais réunies pour faire de l'agriculture le meilleur allié de vos ambitions professionnelles. Depuis plus d'une décennie, la foire Adjafi s'est positionnée comme un espace capable d'apporter plus de visibilité et d'impact
commerciale aux micro, petites et moyennes entreprises. La foire Adjafi 2023, c'est jusqu'au 10 septembre prochain. Venons-en aux prévisions agro-hydroclimatiques. La petite saison des pluies au sud du Togo sera humide avec des pauses de sécheresse. C'est le tableau présenté par l'Agence nationale de la météo lors d'une rencontre avec les médias. Et vous pouvez désormais consulter leur site web, le www.meteotogo.tg, pour y avoir toutes les informations afin de mieux planifier les activités champêtres et autres. Marie-Ange Bidard. 2 événements en un. En premier, les prévisions de la petite saison des pluies au sud du Togo. Septembre, octobre, novembre s'annoncent avec des pluies et des poches de sécheresse longues par moment. Avant que la saison ne démarre, l'Agence nationale de la météorologie, ANAMET, en informe le public. On aura une saison qui sera tellement humide. Humide, il y aura assez de pluie. Donc ces pluies-là vont aller de normal à accidentelle. La saison va démarrer beaucoup plus tôt et finir un peu plus tard. Au niveau des différents bassins, on va avoir des risques de débordement. Donc c'est à cela que nous invitons surtout dans nos conseils les populations riveraines de prendre des mesures. Donc au niveau des agriculteurs, on les conseille vraiment de pouvoir semer pour la petite saison des pluies là, quand les pluies utiles vont tomber. Des informations importantes pour tous et désormais accessibles sur le portail web de l'ANAMET. C'est la seconde information du jour. Le site dévoilé renseigne à travers 32 fonctionnalités. Actualité météo, documentation, médiathèque. Bref, il y a un peu de tout pour satisfaire les populations désireuses de s'informer. L'information est mise à jour directement à chaque heure. Quand vous allez voir le bulletin du jour, vous allez voir les bulletins de 3 jours, vous allez voir les bulletins de 7 jours et vous allez voir les bulletins de 1 mois, 2 mois. Donc cela vous dit que toutes les informations utiles sont disponibles sur ce site web-là. Transport, agriculture, 2 secteurs, entre autres, qui travaillent avec les données météorologiques. Il est donc de bon ton que l'Agence nationale de la météorologie aille au-delà des bulletins météo. C'est de faire en sorte que la diffusion des prévisions puisse atteindre toutes les couches. Réduire les inégalités d'accès à l'information météo au niveau des catégories sociales et par rapport à tout le territoire. C'est son leitmotiv. Vous avez créé un site web, on s'est rendu compte que tout le territoire est couvert et qu'il y a beaucoup de dimensions qui sont prises en compte. Monsieur le ministre vous remercie, vous transmet ses chaleureuses félicitations pour cette initiative. Dès à présent, le site est accessible. Les mises à jour, les prévisions quotidiennes et intra-saisonnières, tout y est. La protection des semences paysannes et cette rencontre initiée par le service chrétien d'appui à l'animation rurale et son partenaire Inades Formation. Objectif, offrir un cadre d'échange d'expériences sur les tests juridiques et les bonnes pratiques de préservation. Chantal Sondou, Norbert Agbedanou, Yasmine Kodjia. Le patrimoine génétique et le système semencier en Afrique sont menacés depuis plusieurs années par l'introduction des semences améliorées et génétiquement modifiées dans l'agriculture. Soutenir les circuits de semences paysannes s'impose aujourd'hui aux acteurs. La coalition du patrimoine génétique africain, Copagène, les regroupe à Lomé en cette réflexion de 2 jours. Notre mission fondamentale au niveau de la Copagène est d'œuvrer à la sauvegarde du patrimoine génétique africain et ceci doit se faire à travers la protection des droits des communautés locales et des agriculteurs. Cet atelier a pour objectif de sensibiliser, de creuser avec les acteurs à la base tout ce qu'il y a comme disposition dans ce traité international et qui peut permettre vraiment de mener des activités de protection des ressources locales. En Afrique subsaharienne, la majorité des agriculteurs dépendent des semences paysannes.
La préservation de cette source d'indépendance et de résilience économique passe par le renforcement des cadres juridiques et la mise en œuvre des tests existants. Les ressources phytogénétiques, c'est l'élément de base pour la sécurité alimentaire. En ce sens qu'il faut nourrir la population et nourrir pour qu'il y ait accessibilité et disponibilité de ces ressources. Qu'on doit mettre les lois en vigueur, les textes réglementaires, législatifs, pour pouvoir régler du moins au niveau national et gérer ces ressources phytogénétiques. Si rien ne se fait, les semences paysannes vont complètement disparaître et ça va être une érosion génétique, c'est-à-dire une perte de la biodiversité dont l'agriculture en a besoin. Et donc nous avons jugé bon de pouvoir organiser cet atelier pour que les acteurs qui travaillent sur la question puissent vraiment être outillés des instruments juridiques qui réglementent la protection des semences paysannes. Ces rencontres sont périodiquement organisées par la Copagène pour poser le débat sur la préservation des semences paysannes et la transition écologique. Voie royale vers la souveraineté alimentaire en Afrique. À Kara, des inspecteurs phytosanitaires et semenciers du Togo tiennent une réunion sur le projet renforcement des systèmes alimentaires pour un accès durable des petits producteurs aux intrants agricoles. Et un volet de ce projet est destiné au contrôle phytosanitaire et la production des semences de qualité. Nestor Mouzou. La formation concerne deux types d'inspecteurs. Les inspecteurs phytosanitaires chargés du contrôle de l'importation et du conseil de l'utilisation des produits phytosanitaires pour lutter contre les ravageurs des plantes et les inspecteurs semenciers qui s'occupent du contrôle de la qualité des semences mises à la disposition des paysans. Le renforcement des capacités de ces inspecteurs s'est révélé nécessaire pour pouvoir mener efficacement les opérations de contrôle. Cette formation est une composante du projet renforcement des systèmes alimentaires pour un accès durable des petits producteurs aux intrants agricoles, projet qui s'intègre dans le programme Production alimentaire et résilience des systèmes alimentaires. Ce programme est un appui de l'Union européenne au Togo à travers l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Il s'agit d'outiller ces deux catégories d'inspecteurs sur la méthodologie d'abord d'échantillonnage, de contrôle et aussi leur permettre de mieux assister sur le terrain les producteurs. Pour produire ces semences, il faut que ces semences soient de qualité. Quand ces semences sont produites, il faut qu'on puisse les contrôler aussi bien sur le terrain qu'au laboratoire. C'est pourquoi tous les inspecteurs semenciers seront formés. Et tous les inspecteurs phytosanitaires également seront formés. Il faut que les inspecteurs sachent sur le terrain comment les identifier et comment conseiller. Comment également, sur les frontières, éviter que les mauvais produits entrent. L'ambition du gouvernement est de faire de l'agriculture togolaise une agriculture moderne qui assure davantage la sécurité alimentaire des populations togolaises et qui apporte de la richesse à travers la transformation des produits. Cette initiative de l'Union européenne et de la FAO entend contribuer à l'atteinte de cet objectif. Cette formation nous outillera sur l'ensemble des manuels développés par les organisations sous-régionales telles que la CEDEAO et aussi la FAO pour nous permettre de mailler le terrain en contrôlant les semences produites, mais aussi les produits phytosanitaires qui circulent. Si nous voulons transformer des produits et que ce n'est pas des produits de qualité, je crois que nous aurons un souci. De la même façon, le producteur, pour améliorer la productivité, a besoin d'intrants de qualité. C'est pourquoi les semences doivent être suivies de la production jusqu'au semis. C'est la première session qui se déroule ainsi à Kara. Elle va durer 6 jours, du 28 août au 2 septembre. La deuxième session va regrouper d'autres inspecteurs phytosanitaires et semenciers à Atakpamé pour 6 jours aussi. Ce sera du 11 au 16 septembre. Développer des compétences vertes, implication dans la mise en œuvre des ODD, objectifs de développement durable au Togo. Une centaine de jeunes du Grand Lomé approfondissent leurs connaissances en la matière. Une initiative du système des Nations Unies qui se situe dans la continuité de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Karine Olanlo. Une
centaine de jeunes venus de diverses organisations de jeunes du Grand Lomé échangent avec leurs aînés sur les notions de développement durable. Les compétences vertes sont au cœur des discussions. Une initiative du système des Nations Unies pour faire de ces leaders de demain des responsables face à la préservation de l'environnement. On parle de compétences vertes et vous savez que la jeunesse est dans tous les domaines possibles, que ce soit au niveau de la protection de l'environnement, que ce soit également au niveau de l'agro-business et autres. Donc il y a toutes ces compétences-là que nous avons ici au Togo qui peuvent donc être incités à donc apporter leur contribution dans le développement de notre pays. C'est un thème qui permet à la jeunesse de se sentir valorisée et de se sentir aussi capable d'apporter sa contribution dans le développement de nos communautés. Compétences vertes des jeunes, c'est le thème retenu cette année par les Nations Unies pour la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse représente 18% de la population mondiale et il est prévu un accroissement de cette proportion de la jeunesse, surtout en Afrique où le taux de natalité est très élevé. Il a été jugé propice par les Nations Unies de sensibiliser les jeunes qui sont l'avenir, qui sont les dirigeants de demain sur la thématique, de les impliquer dans le processus d'acheminement vers des énergies plus durables, plus écologiques, de dépassement des énergies fossiles aussi. À l'issue de ces échanges, ces jeunes vont pouvoir développer des aptitudes et des valeurs nécessaires pour vivre, développer et soutenir une société durable et économe en ressources. Les secteurs santé, agriculture et environnement unissent leurs forces pour combattre les maladies épidémiques. La plateforme multisectorielle Une seule santé va leur permettre d'atteindre les résultats escomptés. Elle est soutenue par la Banque mondiale à travers le projet REDIS. Jules Salaka, Clarisse Atticlé. Les maladies épidémiques qui touchent l'homme, l'animal et l'environnement vont désormais être jugulées par 3 secteurs clés: la santé, l'agriculture et l'environnement. Ils sont réunis par l'approche Une seule santé, constituée en une plateforme et officiellement lancée ici. Une seule santé est une plateforme de concertation et de partage qui permet à la fois aux autres secteurs de contribuer à la santé humaine. Maintenant, il faut qu'on soit ensemble parce que la santé animale peut entraîner des répercussions sur la santé humaine. Donc, il faut, dès lors que vous avez un cas de grippe quelque part, sentez que ça peut agir sur l'homme. Donc, les secteurs se retrouvent pour regarder ce qui se passe et comment les 3 secteurs pourront contribuer à ce que la santé humaine n'en pâtisse pas. L'approche Une seule santé est née en 2017 après l'épidémie d'Ebola à travers le projet régional REDIS de la Banque mondiale. Elle vise à instaurer une surveillance collaborative qui permettra de détecter plus tôt les maladies. Un projet qui reçoit l'assentiment du gouvernement togolais. Vous verrez des actions intriquées et imbriquées au niveau de l'équipe gouvernementale. Et donc, l'approche Une seule santé va corroborer, renforcer de ce que nous sommes en train de faire, en sachant qu'il y a un arrimage intragouvernemental entre les différents secteurs, mais en même temps un arrimage avec nos partenaires, que je salue ici, que ce soit la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, et tout le système des Nations Unies et toutes les ambassades étrangères qui nous appuient, et les féliciter dans la mesure où ils ont pris conscience de l'abord que nous avons fait, qui consiste à ce que toutes les actions soient des actions concertées et coordonnées, parce qu'il faudra éviter les doublons, les dispersions, parce que ça, c'est source d'inefficacité. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est d'aller au-delà de l'efficacité, arriver à l'efficience. Les ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Environnement, ainsi que les partenaires, dont l'OMS, ont exprimé leur adhésion à ce projet. L'approche Une seule santé dispose d'une plateforme digitale où des cas de maladies épidémiques seront notifiés en vue des dispositions idoines.
Du matériel dernière génération pour les 6 radios rurales et communautaires du Togo. Ce lot de matériel d'une valeur de 62 millions de francs CFA a été réceptionné ce matin par le ministre de la Communication et des Médias avant son déploiement. Ces radios bénéficiaires pourront ainsi améliorer leurs prestations. Ekwe Salah. Des émetteurs, des consoles, des ordinateurs dédiés à la production et au montage, des micros et enregistreurs numériques, des équipements pour répondre aux besoins de 4 radios rurales et 2 radios communautaires, de quoi les rendre plus productives et plus performantes. Ce lot de matériel d'une valeur de 62 millions de francs CFA est réceptionné par le ministère en charge de la communication et des médias dans le cadre du projet d'appui aux radios communautaires et rurales. Ce matériel en particulier va à destination de structures particulières, les radios rurales. Les radios rurales sont des structures particulières parce qu'elles sont des associations gérées par des membres de la communauté et dont l'objectif est spécifiquement de faire parvenir des informations particulières à des communautés. Cet accompagnement-là vient les renforcer et vient compléter le maillage de la communication et de l'information que le ministère met en place dans notre pays. Le projet est financé par la Fondation OCP à hauteur de 119 millions de francs CFA. Une cinquantaine de membres du comité local de développement, journalistes et techniciens ont déjà été formés dans le cadre de ce projet. Avant le déploiement de ces outils dans les 6 radios bénéficiaires, leur appropriation par des ingénieurs locaux s'avère encore nécessaire. Pour nous, un matériel de ce type ne peut être utilisé sans une prise en main de qualité. Et pour pouvoir accompagner cette prise en main, une série de formations est prévue à destination des techniciens qui auront la charge d'utiliser ce matériel. Mais des formations ont déjà eu lieu concernant spécifiquement les acteurs des radios rurales, les journalistes qui y travaillent sur diverses thématiques, ce qui leur permet aussi de monter en compétences pour pouvoir proposer un travail de qualité. Dans le viseur du projet, la réhabilitation de Radio Kekeli. Elle pourra redémarrer très bientôt ses activités après plus de 6 ans d'interruption. La radio fait aussi partie des bénéficiaires de ce lot de matériel de radiodiffusion. Passons à l'actualité internationale avec le début de la 2e phase du retrait des casques bleus. Le retrait des 13 000 militaires et policiers doit être effectif d'ici la fin de l'année, un départ qui fait suite à une demande des autorités maliennes. Suite à une demande de la junte malienne, le Conseil de sécurité de l'ONU avait mis un terme immédiat le 30 juin à la mission de maintien de la paix au Mali, la MINUSMA, prévoyant un retrait de ces quelques 13 000 militaires et policiers d'ici le 31 décembre 2023. Une opération délicate suivant un calendrier d'une complexité sans précédent. Des empires de la MINUSMA à l'État malien, qui commence dès le 1er septembre 2023, doit s'exécuter suivant le chronogramme convenu. Autant nous sommes ouverts au dialogue pour régler pacifiquement les questions ponctuelles qui peuvent se poser, autant nous tenons au respect strict des délais convenus pour le transfert des camps de Tessalit, d'Aguelok et de Kidal à l'État du Mali. Je tiens à rappeler que le gouvernement du Mali n'envisage pas de prorogation du délai de départ de la MINUSMA au-delà de la date du 31 décembre 2023 fixée par la résolution 2690. Le chef de la mission de l'ONU au Mali, El Gassi Mohan, estime que la seconde phase du retrait de la MINUSMA sera extrêmement difficile du fait des conditions sécuritaires et logistiques. À ce jour, et nous restons sur la bonne voie pour la clôture de la mission d'ici au 31 décembre 2023. Toutefois, des difficultés se sont présentées dans la mise en œuvre de cette première phase du plan de retrait. À cet égard, l'expérience de la fermeture du camp de Berre a été révélatrice. Le dernier convoi de casques bleus, d'équipements et de matériel qui s'est retiré de Berre pour rejoindre la ville de Tombouctou a mis 51 heures pour parcourir les 57 km du trajet en raison de la nature du terrain qui est peu favorable, une situation aggravée par la saison des pluies et de l'insécurité. À ce jour, 1096 casques bleus avaient été rapatriés dans leurs pays respectifs
Ce retrait intervient dans un contexte de paralysie de l'accord de paix de 2015 et alors que certains camps de la MINUSMA qui doivent être remis aux autorités maliennes sont convoités par l'ex-rébellion. D'après un communiqué des autorités soudanaises, le général Al-Bourhan a rencontré dimanche son numéro 2 du pouvoir militaire Malik Agar et d'autres représentants du gouvernement qui ont transféré leur opération à Port-Soudan. Les combats se poursuivent, faisant des victimes. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré lundi à Port-Soudan quelques membres du gouvernement de transition pour la première fois depuis le début du conflit. Au cours de cette réunion, le ministre soudanais de l'information a salué la progression des forces armées. L'effort déployé dans les différents secteurs productifs, qu'il s'agisse du secteur agricole ou minier, doit être préservé et doublé en production pour le bénéfice de tous les Soudanais. J'ai affirmé à la fin de la réunion que la rébellion des forces de soutien rapide est en déclin et que la victoire est très proche. Le général Abdel Fattah al-Burhan a lui appelé à en finir avec la rébellion des paramilitaires, refusant les discussions après plus de 4 mois de guerre sanglante. Alors que dimanche sur X, le général Daglo avait proposé un plan intitulé Renaissance du Soudan, vision pour un nouvel État. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, tué dans la chute toujours inexpliquée de son avion la semaine dernière, a été enterré lors d'une cérémonie privée dans un cimetière en périphérie de Saint-Pétersbourg, sa ville natale. Les proches du défunt avaient gardé le secret sur l'organisation de ses funérailles. Vladimir Poutine ne prévoit pas d'assister aux funérailles d'Evgeny Prigojine, cofondateur de la milice privée Wagner. C'est ce qu'a fait savoir le Kremlin qui ne dévoile aucun détail quant au lieu et à la date de l'enterrement. Pour les partisans du mercenaire, l'heure est pourtant déjà au recueillement et aux hommages. Без них у нас на фронте было все очень плохо. И поэтому мы, конечно, сейчас всем скорбим. Это такая утрата. Для нас они, для меня лично герои, которые, пример для русских людей, которые переживают за свою страну. Une popularité chez une partie des Russes qui embarrasse le Kremlin. Mort avec 9 autres personnes dans le crash d'un avion près de Moscou il y a une semaine, Prigojine avait fomenté 2 mois plus tôt une mutinerie finalement avortée. Vladimir Poutine l'avait alors qualifié de traître. Les enquêteurs russes n'ont toujours pas éclairci les circonstances de la mort du mercenaire. Dans le reste de l'actualité nationale, les 10 ans d'existence de l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat, ISDI, un jubilé déteint qui n'est autre que l'accomplissement d'un travail acharné au profit d'un enseignement de qualité. Ulrich Amega. Vu de face, l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat ISDI, première école de droit au Togo, accréditée CAMES, elle a vu le jour un 26 du mois d'août 2014. Depuis lors, 4832 étudiants et professionnels sont passés par ici en parcours licence et master, tous diplômés de formation adaptée aux besoins du marché de l'emploi. Administration, personnel enseignant et étudiants marquent aujourd'hui 10 ans de parcours au service d'un enseignement de qualité au Togo. Des années parsemées d'efficacité professionnelle, de dynamisme et de capacité à l'insertion professionnelle, avec à la clé une équipe pédagogique à la hauteur de la tâche. Le premier objectif que nous sommes fixés en créant ISDI, c'était de former des étudiants qui aient la tête bien faite plutôt que la tête bien pleine, en mettant l'accent sur l'adéquation emploi-formation. ISDI a toujours accompagné ses étudiants à la sortie de leurs études. Ils font des stages en entreprise que nous leur trouvons nous-mêmes pour savoir qui sont les étudiants qui ont leur emploi. On oscille entre 65 et 68%. Expression d'un devoir accompli au-delà de l'espérance. Ce jubilé d'été annoncé rime avec des innovations. L'ISDI ouvre un master en sciences politiques et un autre en droit du numérique et protection des données personnelles. Sciences politiques, c'est une réflexion sur la façon de s'organiser pour mettre en œuvre ou pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés soi-même. Comment s'organiser pour lutter contre
la pauvreté, pour que les défis climatiques que nous avons peuvent être écartés. L'Institut supérieur de droit et d'interprétariat, c'est aussi de grandes ouvertures à travers plusieurs partenariats et conventions nationaux et internationaux. Le rêve est désormais plus grand. Nous allons à très très court terme, sinon au cours de cette année, commencer par construire le siège de ISDI qui est juste derrière la clôture de l'université, où on aura un campus universitaire où les étudiants vont avoir un cadre encore plus convivial. Nous allons consolider davantage la formation, mettre encore un accent de qualité sur la formation, avoir des profs qu'il faut, avoir les structures qu'il faut, avoir la logistique qu'il faut, de manière à retenir nos étudiants qui, après leur licence, ont toujours envie de partir en France ou à l'extérieur pour continuer. Rendez-vous en août 2024 pour célébrer ces 10 années d'existence au Togo. Au menu, colloque international, caravane, remise de diplômes et surtout le lancement prochain de la fondation ISDI. Cinéma et la projection du film Une fiancée à la barre réalisé par Essofa Folibasi, Amour, justice et courage. Le film met également en lumière plusieurs problèmes de notre société, convoitise, sacrifice, trahison et crime. Désiré à l'œil. Après l'avant-première de Lomé, Sokodé découvre l'œuvre d'1h40 qui fait découvrir les faits de la société. Dana, l'actrice principale du film, victime de déception amoureuse qu'elle a jugée inacceptable, finit meurtrière. Tout simplement que j'ai été ému. Je me réjouis, je redécouvre même le travail que j'ai fait et je suis satisfait et je sais qu'à partir de ce travail, des gens auront certainement des remarques à faire pour que l'on puisse améliorer. Une fiancée à la barre, c'est donc l'histoire d'une jeune dame qui a tout sacrifié pour son fiancé. Comment il l'a traité après tant de sacrifices, je crois que c'est ça le problème. Et aujourd'hui, au sein de notre société, on assiste à une banalisation de la chose amoureuse. Les acteurs, bien accrochés, imbibés dans leur rôle chacun, soulèvent la vive émotion. Devant le calvaire de Dana, le film crée une sensation, les doutes dans les relations amoureuses. L'acteur le plus qui m'a marqué, c'est l'avocat. Il a vraiment su défendre la cause de Dana. Et quand tu es dans une relation, il faut vraiment avoir l'esprit de discernement et la prudence. Il a fallu ce soir qu'on vienne assister à ce film-là pour apprécier les leçons de morale, les leçons de vie, la déception, la colère, le pardon. Et, le film est plein de leçons. Je crois que ça a été très éducatif. Et la qualité des intervenants nous a surpris. Tous les acteurs ont été à la hauteur. Je suis très content d'avoir vraiment vécu en live ce film. Pour le fond, j'aurais bien voulu que les parents soient là pour pousser la cour à condamner cet acte. Nous vivons des déceptions tous les jours. C'est vrai que la déception, elle n'est pas normale, mais elle ne doit pas nous pousser à ôter la vie. L'espoir de Dana s'est écroulé. Une fiancée à la barre, et Sofa Folibasi dans ce chef-d'œuvre a su évoquer et frotter des thématiques d'amour, de fidélité, de confiance, de trahison, de passion et autres, des hauts et des bas de la vie qui laisse à méditer le sens du pardon pour que la vie continue. La loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et les parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater la prolifération des machines à sous mobiles dans les quartiers et plusieurs localités du pays. Elle vous informe que les exploitants de ces machines à sous mobiles opèrent sans l'autorisation de la loterie nationale togolaise, donc en toute illégalité. La direction générale de la LONATO en appelle à la vigilance de tout un chacun et vous invite à contribuer à combattre ces exploitants illégaux en les dénonçant au numéro 8600, appel gratuit. La LONATO vous remercie pour votre compréhension.
la direction générale. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo, à suivre le magazine de l'économie avec Antoinette Omao-Vovor. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. À demain.